Imaginez un radeau. Au milieu d'un fleuve. Juin 1807. Deux hommes s'embrassent. L'un est Napoléon Bonaparte, empereur des Français, maître de l'Europe. L'autre est le tsar Alexandre Ier, autocrate de toutes les Russies. Ils trinquent. Ils signent la paix. Une amitié éternelle, promettent-ils. 5 ans plus tard, juin 1812. Le même fleuve. Le Niémen. Napoléon le traverse avec 600 000 hommes. Pas de déclaration de guerre. Pas d'ultimatum. Juste une armée qui marche vers l'Est. Pourquoi? Les historiens répondent, orgueil, folie des grandeurs. Mais un certain romancier russe, qui a connu la guerre, qui a vu la mort, qui a tenu un fusil, propose une autre réponse. Il dit que Napoléon n'a jamais été libre. Ni sur le radeau, ni sur le fleuve. Il était porté par une vague invisible. Une vague faite de centaines de milliers de volontés individuelles. Des soldats qui veulent la gloire. Des officiers qui veulent une promotion. Des paysans qui veulent juste survivre. Aujourd'hui, on entre dans le tome 3 de Guerre et paix. Borodino. Moscou en feu. Un général borgne qui refuse de se battre. Un milliardaire prisonnier qui rit devant les étoiles. Et une question, qui traverse le temps, les présidents modernes Donald Trump déchirant l'accord iranien sont-ils vraiment plus libres que Napoléon? Ou flottent-ils, eux aussi, sur une vague qu'ils ne contrôlent pas? Bienvenue dans le théâtre de l'histoire. Le spectacle commence. Voilà comment on nous raconte l'histoire. Un roi se réveille. Il a une idée. Il donne un ordre. Les soldats marchent. Les batailles commencent. Les frontières bougent. Napoléon voulait la Russie, alors il a envahi. Trump voulait un meilleur accord, alors il a déchiré le JCPOA. Cause. Effet. Décision. Action. Propre. Net. Rassurant. Mais imaginez la scène réelle. 1 million d'hommes marchent vers l'Est pour 1 million de raisons différentes. Des généraux se disputent sur des routes boueuses. Des empereurs écrivent des ordres qui arrivent 3 heures en retard, quand la bataille est déjà finie. Des soldats tirent sur des fantômes dans le brouillard. Et après le massacre, on écrit « Napoléon a envahi la Russie parce qu'il était ambitieux ». Vous sentez la violence de cette phrase? Elle efface chaque cadavre gelé. Chaque paysan qui a brûlé son propre blé. Chaque accident, chaque panique, chaque peur. Elle transforme le chaos en histoire, et l'histoire en pièce de théâtre avec un seul acteur. Le chef n'est pas un dramaturge. Il est l'écume sur la vague. Et la vague se déplace toute seule. Bien sûr, Napoléon et Trump ne sont pas innocents. Mais nous posons la mauvaise question. La question n'est pas « Pourquoi ont-ils fait ça ?» La question est « Pourquoi continuons-nous à croire qu'ils avaient le choix ?» 7 septembre 1812. Borodino. La bataille la plus sanglante des guerres napoléoniennes. 44 000 Russes tués. 30 000 Français. En un seul jour. Les manuels d'histoire racontent, Napoléon a attaqué la gauche russe. Un chef-d'œuvre stratégique. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. La veille, une patrouille française s'est perdue dans les bois. Elle est tombée par hasard sur une redoute russe. Les Français ont attaqué. Les Russes ont reculé. Du jour au lendemain, tout le flanc gauche russe s'est retrouvé découvert. Une patrouille perdue a décidé du sort de la bataille. Pendant la mêlée, Napoléon donne 43 ordres. 43. Des ordres précis. La division Compan traversera la forêt et prendra la redoute. Magnifique. Sauf que la division Compan n'a jamais traversé la forêt. Parce que la forêt était pleine de tirailleurs russes. Parce que le terrain était boueux. Parce que les hommes étaient épuisés. Parce que le rapport des forces reste toujours inconnu. 43 ordres. 0 exécuté. Alors regardons l'accord iranien. Trump déchire le JCPOA. Il imagine la pression maximale, l'Iran à genoux, un meilleur accord. Mais l'Iran ne cède pas. Les Européens ne suivent pas. Les tankers sont attaqués. Un général légendaire, Qassem Soleimani, est pulvérisé par un drone américain. Un avion de ligne civile, le vol Ukraine International Airlines 752, est abattu par erreur dans la panique du ciel de Téhéran. Est-ce que quelqu'un a commandé tout ça?
Non. Le chaos s'est auto-organisé. Comme à Borodino. La différence, c'est que Napoléon, lui, n'avait pas Twitter. Deux hommes. Une même guerre. Deux façons d'être chef. Le premier a 43 ans. Il est empereur de l'Europe. Il dort 4 heures par nuit. Il dicte des ordres à 5 secrétaires à la fois. Il croit que sa volonté sculpte la réalité. C'est Napoléon. Le second a 67 ans. Il est général russe. Gros, borgne, vieux. Il lit des romans français pendant les conseils de guerre. Quand on lui demande son plan, il hausse les épaules et répond « On verra bien ». C'est Koutouzov. La culture populaire l'a souvent oublié, ou dépeint comme un vieillard passif. Mais en réalité, c'est le général qui a refusé de se battre comme Napoléon le voulait. Il a reculé. Il a attendu. Il a laissé l'hiver et le peuple russe détruire la grande armée. Il n'a presque rien fait. Et pourtant, c'est lui le héros. Parce que Koutouzov savait quelque chose que Napoléon n'a jamais compris. On ne contrôle pas une bataille. Les ordres arrivent trop tard. Le chaos fait ce qu'il veut. Alors Koutouzov ne fait qu'une chose, il regarde l'esprit de ses soldats. Et quand il voit qu'ils ne veulent pas reculer, qu'ils veulent se battre, qu'ils sont prêts à mourir, il dit « L'ennemi est repoussé. La victoire est à nous. » Ce n'est pas un ordre. C'est une prophétie. Parce qu'il est aligné sur la vague, pas en train de lutter contre elle. Dans l'affaire iranienne, qui est Napoléon? Trump. Frénétique. Certains. Les tweets. La pression maximale. Croyant que sa volonté peut remodeler le Moyen-Orient. Et le Koutouzov américain? Il n'existe pas. La politique américaine récompense la performance, pas la patience. Et une vague qu'on ne regarde pas finit toujours par vous engloutir. Il existe une formule. Elle ne se trouve pas dans les manuels de stratégie militaire. Elle se trouve dans les pages d'un roman. Force d'une armée égale masse fois esprit. La masse, c'est facile. Le nombre de soldats. Le nombre de canons. Les tonnes de ravitaillement. La géographie. C'est ce que les généraux adorent. Napoléon passait des heures sur ses cartes. Mais l'esprit, c'est le facteur X. C'est le désir de se battre. La volonté de tenir. L'envie, au fond du ventre, de ne pas reculer. À Borodino, les Français ont plus de masse. Plus de soldats. Plus de canons. De meilleures positions. Par tous les calculs, Napoléon devrait gagner. Mais les Russes ont plus d'esprit. Ils ne se battent pas pour la gloire d'un empereur. Ils se battent pour leur maison. Leurs femmes. Leurs enfants. Leurs terres. Et l'esprit ne se décrète pas. On ne leur donne pas. On ne l'achète pas. Il naît dans les chaumières, dans les églises, dans la peur et la rage. Pas dans les quartiers généraux. Alors regardez l'Iran. Les États-Unis ont plus de masse. Une économie plus forte. Une armée plus puissante. Des alliés. Mais l'esprit iranien n'a pas cassé. Pourquoi? Parce que le régime a transformé le nucléaire en fierté nationale. Parce que les sanctions ont frappé les familles ordinaires, qui ont blâmé l'Amérique, pas leur propre gouvernement. Parce qu'une nation assiégée se serre les coudes, même si vous détestez son drapeau. La pression maximale ne peut pas fabriquer la capitulation. Aucune puissance au monde ne le peut. Parce que l'esprit n'est pas un levier. C'est un feu. Et personne ne commande au feu de s'éteindre. 14 septembre 1812. Napoléon entre dans Moscou. Il a rêvé de ce moment. La capitale antique. Le cœur de la Russie. Il s'attend à une délégation. Les clés de la ville. Une cérémonie. À la place, le silence. La ville est vide. 300 000 personnes ont fou. Les rues sont jonchées de meubles cassés, de verres brisés, de chiens morts. Aucun officiel. Aucun prêtre. Aucune femme jetant des fleurs. Napoléon attend. 1 heure. 2 heures. Personne. Finalement, on trouve un vieil homme dans une cave. Où sont-ils tous? Le vieil homme hausse les épaules. Parti. La victoire est une coquille vide.
Napoléon tient les cendres d'une capitale que personne ne défend et que personne ne lui livre. Mai 2018. Trump annonce le retrait de l'accord iranien. Il s'attend à ce que les Européens suivent. Il s'attend à ce que l'Iran implore. Il s'attend à ce que la pression maximale produise des résultats. À la place, l'Europe reste dans l'accord. La Chine achète du pétrole iranien. L'Iran enrichit de l'uranium. Aucune capitulation. Aucune reddition. Aucune clé de la ville. Juste le silence. Et puis l'escalade. Une victoire creuse n'est pas une victoire. C'est juste une route plus longue vers la défaite. L'histoire l'écrit à chaque siècle. Et les présidents continuent de croire qu'ils seront les premiers à qui ça n'arrivera pas. Laissez-moi vous raconter une histoire. Celle d'un homme qui est mort 2 fois. Le prince André Bolkonski. On l'a vu à Austerlitz, sur le dos, le ciel infini au-dessus de lui. Il venait de comprendre que Napoléon, son idole, n'était rien. Il a survécu à cette blessure. Mais quelque chose en lui est mort. Il est rentré chez lui. Il a fermé sa porte. Il s'est juré, plus jamais la guerre. Plus jamais la gloire. Je vivrai pour moi, pour mon fils. Puis Natacha est arrivée. Une fille qui ne savait pas être morte. Elle l'a tiré vers la vie. Il a demandé sa main. Elle a accepté. Et pendant un moment, il a cru qu'il pouvait être heureux. Puis la guerre est revenue. Borodino. Un obus tombe à ses pieds. Il ne s'enfuit pas. Il ne peut pas. Il regarde ce point noir tourner dans la poussière et il pense, c'est la mort? Je ne veux pas mourir. J'aime la vie. L'obus explose. Son ventre est ouvert. On le porte à un hôpital de campagne. Et là, sur la table à côté de lui, il voit Anatole Kouragine. L'homme qui a séduit Natacha. Qui a détruit ses fiançailles. Qui lui a volé son avenir. La jambe d'Anatole vient d'être coupée. Il pleure comme un enfant. Et André ressent quelque chose qu'il n'a jamais attendu. Pas de la haine. Pas de la vengeance. De la pitié. Une pitié pure, absolue, chrétienne. Il regarde Anatole et ne voit plus un monstre. Il voit un être humain qui souffre. À cet instant, André meurt une 2e fois. Pas celle du corps, celle-là viendra plus tard. Mais celle de l'ego. Du moi qui avait besoin d'ennemis, de vengeance, d'avoir raison. Il comprend enfin ce qu'aimer veut dire. Pas la passion. Pas la possession. La compassion. Pour tout le monde. Même pour son ennemi. L'Iran et l'Amérique se sont fabriqués des monstres réciproques. Mais quelque part, dans un hôpital de Téhéran, un soldat iranien est allongé à côté d'un soldat américain. Et s'ils se regardaient vraiment, ils verraient la même chose qu'André. Un humain qui souffre. Pas si différent que ça. La haine s'arrête au bord de la douleur. Il y a un autre personnage dans Guerre et Paix. Il s'appelle Pierre Bezoukov. Lui, ce n'est pas un prince guerrier. C'est un riche propriétaire, maladroit, perpétuellement perdu, qui cherche le sens de la vie. Au début, Pierre croit au progrès. Aux idées. À l'homme éclairé qui change le monde. Puis il se marie mal. Il se bat en duel. Il entre en franc-maçonnerie. Rien n'y fait. Il est toujours aussi perdu. Puis vient la guerre. Pierre, par curiosité, se rend à Borodino. Il veut voir la bataille. Il pense qu'il va comprendre. Il ne comprend rien. Il voit des hommes mourir. Il essaie d'aider. Il est fait prisonnier. Et là, dans une grange glacée, dépouillé de tout argent, nom, femme, certitude où il fait un rêve. Un vieil homme tient un globe. Mais pas un globe solide. Un globe vivant, fait de gouttes d'eau. Chaque goutte bouge. Chaque goutte essaie de s'étendre, de prendre plus de place. Mais en s'étendant, elle heurte les autres gouttes. Et quand elle heurte, elle recule. Le globe est toujours en mouvement. C'est la vie, dit le vieil homme. Pierre se réveille. Il regarde les étoiles. Il rit. Pas un rire amer. Un rire joyeux. Parce qu'il a enfin compris. Il est une goutte. Vous êtes une goutte. Napoléon est une goutte. Trump est une goutte. Chaque goutte essaie de s'étendre.
Chaque goutte heurte les autres. Mais l'ensemble, l'océan, n'est contrôlé par aucune goutte. Il est contrôlé par le mouvement de toutes les gouttes ensemble. Ce n'est pas du nihilisme. C'est une libération. Parce que si vous n'êtes qu'une goutte, vous n'avez pas à sauver le monde. Vous n'avez pas à être grand. Vous devez juste bouger. Honnêtement. Doucement. Dans la direction de l'amour. Dans la grange, il y a un autre prisonnier. Un paysan soldat du nom de Platon Karataïev. Platon n'a rien. Pas de culture. Pas d'argent. Pas de grade. Il vit dans l'instant. Il mange quand on lui donne. Il dort quand il est fatigué. Il chante des chansons naïves. Il raconte des histoires qui finissent toujours par « et Dieu a tout arrangé ». Aux yeux du monde, Platon est un zéro. Aux yeux du roman, c'est un sage. Pourquoi? Parce que Platon ne résiste à rien. Il ne commande rien. Il ne regrette rien. Il ne projette rien. Il se contente d'être. Et dans cet être, il y a une plénitude que Pierre, avec toutes ses richesses et tous ses livres, n'a jamais connue. Platon dit une phrase qui va changer la vie de Pierre: notre bonheur est comme de l'eau dans une nasse. On la traîne, elle est gonflée. On la retire, elle est vide. Le bonheur n'est pas dans l'abondance. Il est dans l'absence de souffrance. Dans la satisfaction des besoins simples. Dans la liberté de choisir son occupation. Rien de plus. Rien de moins. Platon finira fusillé sur le bord de la route, pendant la retraite française. Il meurt comme il a vécu, sans se plaindre, sans maudire, en pardonnant à ses bourreaux. Et Pierre, en le perdant, gagne quelque chose d'inestimable, le modèle d'une vie sans égaux. Une vie qui n'a pas besoin de contrôler le monde pour être heureuse. Après l'incendie de Moscou, la grande armée se retire. Mais la retraite n'est pas une marche. C'est un cauchemar. Les règles de la guerre se sont dissoutes. Des paysans russes au pas des soldats, pas des généraux, pas le tsar attaquent les lignes de ravitaillement françaises. Avec des haches. Avec des fourches. Pas d'uniforme. Pas d'ordre. Pas de quartier. Le romancier appelle ça la massue nationale. La massue qui se lève d'elle-même. Sans plan. Sans chef. Et qui frappe. Et qui frappe. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après le retrait de l'accord iranien, les États-Unis n'ont pas affronté l'armée iranienne. Ils ont affronté une nébuleuse asymétrique. Un essaim de forces de l'ombre. Le Hezbollah. Le Hamas. Les Houthis. Les milices chiites en Irak et en Syrie. Pas d'ennemi unique. Pas de frontières. Pas de traité. Juste 1000 petites coupures. La massue nationale ne se commande pas. Elle se lève quand un peuple décide qu'il ne se soumettra pas. En Russie, elle s'est levée contre Napoléon. En Iran, elle s'est levée contre la pression maximale. Pas parce qu'elle est plus forte. Parce qu'elle est partout. Les historiens font une erreur. Ils découpent l'histoire en morceaux. Puis ils étudient chaque morceau séparément. La biographie de Napoléon. La campagne de Russie. La bataille de Borodino. Et ils imaginent que la cause de chaque événement se trouve dans le morceau qu'ils ont isolé. C'est comme si un physicien, pour comprendre le mouvement d'une planète, décidait d'ignorer la gravité et de regarder seulement la couleur de la planète. Absurde. La bonne méthode, c'est d'étudier les quantités infinitésimales. Les millions de volontés individuelles. Les paysans qui brûlent leur blé. Les soldats qui désobéissent. Les officiers qui mentent sur leurs pertes. Les patrouilles qui se perdent dans les bois. Et puis, une fois qu'on a compté toutes ces gouttes, on fait l'intégrale. On regarde le mouvement d'ensemble. Et là seulement, on commence à comprendre. L'histoire n'est pas la biographie des grands hommes. L'histoire est la somme de toutes les vies minuscules qui, ensemble, poussent le monde. Appliquez ça à l'accord iranien. Si vous voulez comprendre pourquoi Trump a déchiré le JCPOA, ne regardez pas seulement Trump. Regardez le parti républicain qui détestait l'accord. Regardez le lobby israélien. Regardez les néoconservateurs qui veulent la guerre avec l'Iran depuis les années 90. Trump n'a pas créé ces forces. Il les a chevauchées. Il n'était pas le moteur. Il était l'écume. Nous voici face à un paradoxe. D'un côté,
La conscience. La voix intérieure qui dit « Je suis libre ». Je peux lever le bras. Je peux dire non. Je peux déchirer un traité. Je suis l'auteur de mes actes. De l'autre, la raison. La raison qui dit « Chaque événement a une cause. La cause a une cause. Rien n'est libre. Tout est enchaîné. » Comment sortir de ce paradoxe? On ne sort pas. On l'habite. L'histoire n'est ni totalement libre, ni totalement déterminée. Elle est les deux à la fois. Comme la goutte dans l'océan. La goutte croit bouger librement. Mais l'océan la porte. Et l'océan, c'est le mouvement de toutes les gouttes ensemble. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de chercher le grand homme qui va nous sauver. On arrête d'accuser le grand homme qui a tout ruiné. C'est l'ancienne histoire. L'histoire des rois et des présidents. La nouvelle histoire, la vraie histoire, appartient à l'SM. Aux gouttes. Aux millions de gens ordinaires qui, jour après jour, choisissent la gentillesse plutôt que la cruauté, la patience plutôt que la panique, l'amour plutôt que la haine. C'est la seule force qui ait jamais changé le monde. Et c'est la seule qui le changera jamais. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici. Si cette traversée vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. La vague se déplace. Soyez une bonne goutte.